Notre invité a gagné la primaire de son parti et le droit de livrer la bataille de 2017 avec peu d'espoir, même si son homologue autrichien vient de remporter l'élection présidentielle. Mais notre invité est un militant de toujours, activiste de Greenpeace. Il a goûté à la politique avec la folle équipée d'Europe Écologie en 2009 et le score historique de 16% des voix. Mais depuis cette date, l'écologie politique est tombée de Karim Ancilla, de Cohn-Bendit à Cécile Duflot. La mission de notre invité est de sauver l'honneur et de remettre la barque à flot pour la présidentielle de 2017. Il est député européen, candidat soutenu par Europe Écologie Les Verts. Bonjour Yannick Jadot. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. Alors c'est une sorte de bureau de passage parce que vous êtes candidat et donc vous êtes normalement sur le terrain dans toute la France, mais David Cormand, qui est le patron d'Europe Écologie Les Verts, vous a prêté ce bureau. Donc vous y avez amené très gentiment des objets qui racontent un peu votre vie. Tiens, on va commencer par cette belle photo en noir et blanc. C'est le mouvement des sans-terre au Brésil. Ah, au Brésil. Et c'est ce côté, les sans-terre qui vont occuper une ferme qui n'est pas travaillée. C'est le rapport à la terre. Moi, je viens d'un milieu rural, je viens de la campagne jusqu'à après mon baccalauréat. Et c'est la terre à ceux qui la travaillent. Et c'est aussi des souvenirs forts. On a été avec José Bové voir le mouvement des sans-terre et c'est des gens qui portent des convictions et un combat qui est essentiel pour nous tous parce que c'est le combat de la terre, donc de ce qu'on mange. Évidemment, occuper des terres, ça rappelle un peu aussi Notre-Dame-des-Landes. Vous soutenez jusqu'au bout ce mouvement Oui, ouais. Oui, toujours. Malgré ses excès, malgré le fait qu'il y a une partie de... On a toujours dénoncé les violences qu'il y avait autour de Notre-Dame-des-Landes, autour de ce combat-là, mais c'est vraiment pour moi le combat entre le vieux monde et le nouveau monde. Le vieux monde, c'est de vouloir couler du béton, alors qu'il y a un aéroport existant, que même Ségolène Royal considère que l'aéroport existant, s'il était optimisé, remplirait toutes les fonctions qu'on attend de l'aéroport de Nantes. Et le nouveau monde qui est la protection de la biodiversité, qui est la protection des paysans, la protection des nappes phréatiques de Loire-Atlantique. Pour moi, c'est vraiment le nouveau monde contre le vieux monde, et que j'y ai des amis et des gens qui vivent là depuis des générations, et qu'on a besoin de respecter ce rapport à la terre, ce rapport à la nature. Alors ce dessin de Cabu, c'est un peu votre premier combat, votre combat de militant de Greenpeace, quelque part. Il vous faudra combien de temps pour reconstituer la banquise? Est-ce que l'écologie, c'est toujours une forme de combat un peu désespéré? Là, on voit qu'ils n'y arriveront pas. Ça peut pas être un combat désespéré parce que c'est notre avenir. Si nous ne luttons pas contre le dérèglement climatique, contre l'épuisement des ressources, contre l'extinction des espèces, contre toutes les maladies chroniques liées aux pollutions, notre avenir sera sombre. Quel que soit son statut social, quel que soit l'endroit où on habitera sur la planète, l'avenir sera sombre. Donc le combat écolo, c'est se réconcilier avec notre avenir. Et si déjà on se réconcilie avec notre avenir, on peut commencer à se réconcilier avec les autres et au fond avec nous-mêmes. Cette année, jamais la banquise n'a été aussi limitée l'été. Donc il y a une accélération du dérèglement climatique et c'est toutes nos conditions de vie qui sont en jeu. Donc c'est sacrément important. Encore un mot de Greenpeace avec cette jolie affiche derrière d'un bateau prêt à faire des actions, j'imagine. C'est le Rainbow Warrior, c'est évidemment le navire icône de Greenpeace. Et puis c'est pour moi plein de souvenirs, les actions en Zodiac sur le thon rouge. Je suis rentré dans la base militaire des sous-marins de l'île Longue. J'étais condamné par un tribunal militaire. Ça vous avez eu une grande réputation chez les Verts. Oui, c'est le combat contre l'exportation du Clémenceau. Vous vous souvenez, on voulait envoyer ce navire qui était bourré d'amiante et de produits toxiques en Inde. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de souvenirs. Et puis c'est le Grenelle de l'environnement. C'est l'écologie qui, avec les entreprises, les collectivités, les salariés, l'État, négocie des solutions à la crise écologique et à notre crise économique et à notre crise sociale. Donc c'est beaucoup de très beaux souvenirs. Comment vous êtes venu à cet engagement, notamment au sein de Greenpeace? C'est quoi dans votre vie les déclics? C'est quoi qui dans vos études fait que vous vous dites ça sera ça ma voie? Alors j'ai vécu à la campagne quand j'étais jeune. Mes parents adoraient la campagne. On se baladait beaucoup en forêt. Quelle région vous étiez? En Picardie, dans l'Aisne. D'accord. Et puis quand j'ai fait mes études, j'ai fini mes études sur l'économie des pays en développement, des pays du Sud. Et puis j'ai fini, j'avais fait un rapport
appel dans le cadre des études sur les paysans africains. J'en avais jamais vu un. Donc je suis parti en Afrique 2 ans pour travailler sur l'agriculture. Oui, à l'époque, il y avait encore le service militaire. On pouvait le faire en Afrique ou ailleurs. Et j'ai vu en Afrique, au Burkina Faso ou au Bangladesh, à quel point nos conditions de vie, les conditions de vie pouvaient dépendre de l'environnement. Quand vous êtes dans le Sahel, il manque 1 ou 2 pluies l'été et c'est la famine. Quand vous êtes au Bangladesh, il y a 1 ou 2 pluies de trop et ce sont les inondations. Et donc j'ai vu cette interaction extrêmement forte entre les conditions de l'environnement et la vie, les capacités à se développer, la démocratie. Et puis c'est aussi des lectures. Moi, Les Racines du ciel de Romain Gary reste un livre sacré pour moi. Il y dit à quel point, vous savez, c'est quelqu'un qui est sorti des camps de concentration, qui va défendre les éléphants en Afrique et qui dit que si on n'accepte pas cet énorme animal qui évidemment n'est pas moderne au sens de son emprise il a besoin de se déplacer, il peut pas, les champs de maïs, ça ne le concerne pas, l'éléphant. S'il n'y a pas cette place pour la différence, il n'y a plus de place pour notre humanité. Cette affiche m'interpelle là sur le poisson. On voit tous ces visas là, de passage par plein de pays du monde. Est-ce que parfois vous n'avez pas tendance à être un petit peu trop culpabilisant pour le consommateur? Parce que le citoyen lambda, il voit cette affiche, il dit bon, alors j'ai plus le droit de manger le poisson, qu'est-ce que je fais? Cette affiche-là, elle dit c'est quand même mieux de manger local. Moi, je propose que 100% de toute la restauration collective, pas simplement les cantines scolaires, toute la restauration collective des entreprises, aux maisons de personnes âgées, tout ça, soit issue de l'agriculture paysanne locale ou biologique. On est sûr que ça ne va pas augmenter les prix de 10 ou 20%? Non, parce que ce que montrent les expériences dans d'autres pays, c'est qu'à partir du moment où on structure le réseau, qu'il y a un débouché important à ces produits-là, de fait, les prix baissent. Et que, y compris, moi, je vais utiliser les fonds de la PAC, non pas pour continuer à soutenir une agriculture qui détruit les emplois, déprime les paysans, pollue notre environnement et laisse nos campagnes vides, et font qu'on a peur de manger. Moi, je veux retisser le lien entre les campagnes et les consommateurs autour du plaisir de l'agriculture et autour du plaisir de l'alimentation. Il y a un livre là qui raconte un peu l'histoire de l'écologie politique depuis 40 ans. Il y a Monique sur la couverture. Elle n'a pas un petit air de Cécile Duflot, Monique, là? Ah bon? Il faut le regarder. Non, elle a l'air de Monique. Bon, d'accord. Donc c'est sa vie, elle. Écoutez, moi je suis aussi fort de cette expérience collective. C'est vrai que l'image de l'écologie politique est parfois, ou ces dernières années particulièrement, pas très jolie, assez cornée. Mais je suis toujours assez malheureux parce que il y a plein de militants, d'élus, qui qui se battent pour qu'on ait une eau qui soit propre, qui se battent pour que notre air soit moins pollué, qui se battent pour qu'il y ait des paysans, pour qu'il y ait des PME sur nos territoires. Et quand je vois cette image assez écornée au niveau global de l'écologie politique, je suis malheureux pour tout le boulot qu'on fait. Quand on réussit au Parlement européen à remettre en cause le traité transatlantique, quand on gagne sur le chalutage en eau profonde, quand on gagne sur les OGM, tout ça, c'est des combats écolos. C'est nous qui avons gagné. C'est nous qui mettons la protection de l'environnement au cœur du débat. Alors peut-être que parfois, on raconte mal notre histoire, on n'est pas assez convaincant, on n'explique peut-être pas assez qu'on peut éviter la pollution de l'air et arriver à se déplacer, qu'on peut éviter le nucléaire et avoir de l'électricité. Peut-être qu'on le raconte mal, mais c'est le cœur de notre projet et on aimerait être plus convaincant parce que, encore une fois, on pense que c'est indispensable aujourd'hui. Comment vous expliquez politiquement l'échec, ce que vous avez vécu, c'est-à-dire de passer effectivement de ce score dont on parlait en 2009 à la situation aujourd'hui qui est difficile? C'est quoi les erreurs qui ont été faites peut-être par Cécile Duflot ou d'autres? On est, je crois, tous ceux qui ont participé à l'élection de François Hollande en 2012 sont des traumatisés aujourd'hui. Ce quinquennat est un gâchis. Et évidemment, nous avions passé un accord avec les socialistes. S'il avait été appliqué, on n'aurait pas ces pics de pollution. On aurait beaucoup plus d'emplois créés dans les énergies renouvelables. On n'aurait pas l'effondrement du nucléaire qu'on paye tous avec nos impôts. On n'aurait pas eu le cas Alstom parce qu'on aurait fait plus de fret ferroviaire.
on aurait une agriculture où peut-être on n'aurait pas un paysan qui se suicide tous les 2 jours parce qu'on aurait commencé à reconvertir vers l'agriculture paysanne. On est dans un pays où on adore la bouffe et l'alimentation devient suspecte, c'est totalement dingue. Donc si on avait appliqué cet accord-là, la France serait mieux. Malheureusement, François Hollande a tourné le dos à cet accord. Il n'y a rien eu de sérieux sur l'écologie. Et donc, forcément, on sort de là traumatisé. Et je crois qu'il y a eu, à travers cette primaire de l'écologie, la volonté d'ouvrir une nouvelle page, de s'émanciper de ce quinquennat et d'ouvrir une nouvelle page avec une nouvelle figure, la vôtre, la mienne, et la volonté de retrouver de la crédibilité à l'écologie, de retrouver de la bienveillance. Et du coup, vous prenez le risque de partir tout seul à la présidentielle face aux autres candidats de gauche, et donc le risque à la fois de faire peut-être un score modeste, on verra, et puis surtout le risque de peut-être faire perdre la gauche. C'est pas mon sujet. Moi, je suis pas là pour sauver la gauche. Je suis là pour sauver la France. Je suis là pour soigner les Françaises et les Français qui ont beaucoup de difficultés. Et je suis là pour protéger la planète. Qu'est-ce qui rassemble Montebourg, Valls, y compris Fillon? Ils ont des différences extraordinaires du point de vue économique. Mais ce qui les rassemble, c'est d'être dans le vieux monde, d'ignorer la protection de l'environnement. Ils sont pour le nucléaire au moment où le monde entier choisit les énergies renouvelables. Ils sont pour l'agriculture qui utilise beaucoup de produits phytosanitaires au moment où on se rend compte à quel point c'est néfaste pour notre santé. Ils sont pour le diesel. Vous pensez qu'on va garder beaucoup d'emplois dans l'industrie automobile si on continue à être perçu comme le pays de la voiture sale et pas le pays de l'innovation, de la voiture peu polluante, de la voiture qu'on partage? Donc, moi, je suis sur une pensée politique qui veut que la France se projette dans l'avenir, pas regarde derrière, pas fantasme un âge d'or passé, mais ma grande cause dans cette élection, c'est de dire la France a d'incroyables capacités à basculer dans le mieux vivre, dans le bien vivre, dans l'innovation, dans la création d'emplois, dans la protection de la nature, bref, dans l'avenir. Vous avez compris la nouvelle candidature, Vincent Peillon, on dit maintenant dans la primaire des socialistes? Je l'apprends au moment où nous faisons cette émission. C'est une candidature surprenante, intéressante. Vincent, que je côtoie régulièrement au Parlement européen, porte une certaine vision de la société. Mais j'attends de voir sur quelle base politique il est candidat à cette primaire socialiste. Votre objectif pour l'élection présidentielle là, qui s'annonce, vous avez un objectif chiffré ou plutôt qualitatif? Nicolas Hulot, quand il était pressenti candidat, était testé à 10+. Ça montre qu'il y a un espace électoral où les Françaises et les Français disent l'écologie c'est important. Et je me reconnais dans cette parole de Nicolas Hulot. Personne ne remplacera Nicolas Hulot. Mais c'est la voie que je veux tracer. 10+, c'est votre objectif? 10+. Moi, je n'ai pas une ambition personnelle débordante. Je ne pense pas être le sauveur de la France. Je ne suis pas un professionnel de la politique. Ma cause, c'est que ce pays regarde l'avenir avec envie, avec enthousiasme. Et voilà.